Ils avaient une rémunération, ils ne sont plus rémunérés, donc de nombreux étudiants travaillent. Donc on a énormément d'absentéisme, non pas parce qu'ils ne veulent pas participer au cours, mais parce qu'ils sont bien obligés de travailler, de manger, etc. Donc on a peu d'étudiants en cours, des étudiants qui savent très bien qu'ils n'auront pas le concours. Alors ils se disent, on va quand même passer le master, mais à quoi va nous servir ce master? Alors, moi je sais à quoi il servira. Ben voilà, alors justement, donc on voit déjà un petit peu, alors juste peut-être avant de voir à quoi sert ce master, en quoi consiste la formation pendant ce master. On va dire, bon, ils ont 2 ans quand même, peut-être qu'ils apprennent des choses intéressantes. Alors c'est vrai qu'ils ont des cours, mais ces cours sont totalement saucissonnés, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de cours, mais on va dire qu'ils sont sur le modèle universitaire, donc on a déjà 2 semestres, donc il n'y a plus de continuité, et puis ils ont de nombreux cours, mais qui sont en parallèle, et on perd totalement la cohérence. On n'a plus de cohérence entre les enseignements. Alors qu'avant on avait une cohérence, parce que surtout qu'on faisait des enseignements, par exemple moi j'enseigne le français, lorsqu'on travaillait en français, par exemple, je vais prendre l'exemple de la grammaire, beaucoup d'étudiants avaient des lacunes en grammaire, donc on apprend quelque chose sur la grammaire, mais on apprend aussi en même temps comment l'enseigner aux élèves. Donc, parce qu'une fois qu'on sait, on connaît le concept, on sait ce que c'est au niveau de la grammaire, après, savoir l'enseigner, c'est encore une autre chose, et c'est là la vraie difficulté du métier. Parce qu'on a beau le savoir. Bon, maintenant, on a un cours séparé sur, voilà, j'apprends la grammaire, et puis un autre cours où j'apprends à l'enseigner. Mais le cours où j'apprends à l'enseigner, il est tout à fait à la fin, et il est facultatif, il est réservé aux étudiants qui sont admissibles, et non les autres. Et donc cette partie véritablement pédagogique, où on apprend le métier, elle est extrêmement réduite. Alors cette année, ils avaient 18 heures en français de préparation pédagogique, didactique, comme on dit, donc pratique au métier. Quand on connaît l'impact de la maîtrise de la langue française sur l'apprentissage des autres disciplines, les échecs dans la vie, on peut se rendre compte que là, on est en train de pousser des cohortes de jeunes, vos enfants, vos petits-enfants futurs, eh bien, dans un désastre. Ils ne vont pas s'en sortir. Ils auront des enseignants qui ne seront pas formés suffisamment en langue française, et la langue française, c'est la clé des maths aussi. Et c'est vrai qu'à côté de ça, ils ont des cours sur agir en fonctionnaire de l'État. Donc ça, c'est vrai que c'est très utile. Là, on a des heures. Ça leur évitera d'aller dans les collectifs. Oui, par exemple. Voilà, alors à quoi va donc leur servir? Donc l'année dernière, 47 postes, pour dire que ça... L'année prochaine 27 postes. Bon. Ah, peut-être 28. Peut-être 26. Oui, c'est généreux. Voilà, donc on ne sait pas, hein, peut-être... mais en tout cas, très peu de postes. Donc, nos étudiants, évidemment ceux qui ne sont pas admissibles, ont commencé effectivement à s'inquiéter qu'est-ce qu'on va devenir. Donc on a déjà eu cette année la moitié, le nombre de candidats potentiels au concours a déjà été divisé par 2. L'année prochaine ça diminuera encore, puisqu'il n'y a presque aucun espoir. Déjà oui, c'est vrai que les étudiants inscrits, donc on a moins d'étudiants inscrits, pour ça cette année nous avons accepté tout le monde et on n'a pas rempli les salles, c'est-à-dire qu'on avait de la place pour encore 2 ou 3 groupes en plus, parce qu'évidemment, ça ne fait pas envie. On n'a pas envie dans ces conditions-là. Si en plus on n'a même pas la sécurité de l'emploi, donc on n'a pas vraiment envie. Il y a eu une chute de 20% en moyenne des inscrits au concours, je lis un texte, de recrutement 2011, mais l'effondrement du nombre de présents aux épreuves est de 50 à 70% selon les disciplines. C'est pour tout confondu, pour ça de collège et de lycée aussi. Et à vous préparer le concours 2012, il y a un recul de 55% du nombre de candidats. Et c'est certainement pas fini. Ce qui veut dire aussi qu'au niveau des étudiants que nous allons avoir, eh bien les meilleurs vont faire autre chose. Les meilleurs ne vont pas pouvoir devenir professeurs des écoles. Mais si on met en place aussi soigneusement un système qui marche aussi mal, je
je suppose que c'est parce qu'on a une idée très précise de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut jouer. Parce que ça marche trop mal pour être honnête. C'est trop beau dans le trop mal, quoi. Voilà. Et vous pensez à quoi quand vous dites ça? Eh bien, par exemple, les enseignants qui n'ayant pas de diplôme n'auraient aucune chance d'être titularisés nulle part, donc on pourrait balader partout. Une petite idée comme ça. Oui. Et on peut penser que c'est exactement ça, parce que ça fonctionne de façon parallèle à une mise en place de cadres administratifs pour diriger les établissements scolaires, à savoir un super proviseur dans un lycée qui pourrait avoir ou non des compétences pédagogiques, qui commanderait en fait et qui gérerait de façon administrative, peut-être même commerciale, je ne sais pas trop, le lycée, les quelques collèges qui graviteraient autour du lycée et en même temps les quelques écoles qui graviteraient autour des collèges. Voilà. Ça serait un manager. Voilà, ça serait un manager. Ça serait plus du tout un pédagogue, ça serait pas quelqu'un qui a le souci des enfants, quelqu'un qui aurait le souci des finances, celle de l'État, de ses finances propres, parce qu'on pourra peut-être lui donner des primes s'il est capable de supprimer des postes, un plus grand nombre de postes, puisque le recteur a une prime pour supprimer des postes et faire d'autres choses, être bien aux ordres. Hein. Jusqu'à 22 000 euros. 20 000 euros à peu près. 22, oui, non, c'est pas neutre, hein. C'est le salaire d'un enseignant qui débute. Plus même. Ah oui. D'accord, bon, c'est une prime. Hein. On va être capable de supprimer d'autres enseignants. Voilà. Donc, derrière ça, on voit très bien ce qui se passe. Quand on voit un recrutement de 28, on se demande si ce n'est pas 28 futurs chefs d'établissement, fonctionnaires, donc aux ordres, sachant qu'on aura fabriqué pas mal de gens qui auront des masters. Master enseignement, donc pour les parents, on dira, oui, si un master d'enseignement, ils sont capables d'enseigner, bien sûr. Donc, vous voyez, on va les recruter. Ceux qu'on recrute sont formés pour ça. Ils ont un master d'enseignement, alors qu'ils n'ont eu aucune formation d'enseignement. Ils sont recrutés comme des précaires. Et vous aurez, comme professeur pour vos enfants, des gens qui seront des précaires. Avec tout ce que ça veut dire, à savoir une formation qui n'est pas une formation d'enseignant. La crainte du boulot, je suis précaire, je suis 3 semaines dans un établissement, après pendant 15 jours j'ai rien, je vais aller faire caissière, pourquoi pas dans un supermarché, je prends ce que je peux pour vivre. Hein. Et donc une dégradation aussi de la motivation et des compétences professionnelles. Si elle ne continue pas à s'exercer, elle se dégrade. Une motivation, c'est grave. Donc on aura un vaste vivier de précaires dans lesquels l'État pourra puiser comme il veut. Il va y gagner en retraite, il gagne déjà au niveau des retraites par le fait de recruter plus tard. Les gens ne sont pas stagiaires au début parce qu'ils ont compté pour la retraite, tout ça. Donc il y a beaucoup de gains financiers par derrière. On peut penser qu'il y a une grande cohérence avec ce qui se passe du côté, une grande cohérence entre le pédagogique et l'administratif. Donc c'est vraisemblablement ça, quelque chose comme ça qui est par derrière, qui se cache. On ne peut pas penser qu'il puisse y avoir autre chose. Et puis si on croise avec les programmes de 2008, qui sont des programmes qui ont été, à mon avis, des programmes dont les finalités sont peut-être, j'ose à peine le dire, mais je crois que c'est un peu ça quand même, de fabriquer des gens dont on souhaite qu'ils soient des exécutants, toujours aux ordres, agir aux fonctionnaires de l'État, plus que des esprits pensants. L'esprit pensant est embêtant, parce que avoir un esprit critique, c'est gênant dans une société. La contestation, c'est gênant, la résistance, c'est gênant, etc. Donc, il y a aussi là quelque chose qui me semble converger, un processus grave, et les gens qui le mettent en route, qui l'initient, ont une vision à long terme, certainement. C'est ça où ils vont. C'est très clair. C'est très clair. Moi, je pense que ça va mettre en place avec l'idée de saucissonnage des matières, c'est-à-dire que l'idée que quand si on fait du français des maths, on ne fait plus de lien, quoi. Non. Donc on n'a pas d'esprit de la synthèse qui permet d'avoir une vision globale d'une société, ce qui se joue, et aussi le fait d'être serré, moi je trouve que c'est deux modalités qui sont très fortes, quoi, sur l'individu, le fait d'être serré dans son temps, de ne pas avoir de temps pour se construire, pour se prendre en charge, pour être autonome dans son étude. Oui. Et je pense que c'est aussi désherber sous l'être, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité de prendre racine ou d'avoir une vision réflexive sur les choses, quoi. On n'a pas dans l'urgence, on n'a pas le temps de s'arrêter pour se regarder marcher. Il faut savoir que pour une certaine mouvance, bien représentée dans les instances européennes,
le statut de la fonction publique à la française leur perturbe durablement le transit intestinal. Et que, à terme, l'enjeu, c'est ça. Ils veulent avoir l'impôt, le statut du service public. Et tout sera bon pour le faire. Demandez aux flics ce qu'ils en pensent. Bien sûr. Ils doivent vous raconter quasiment la même histoire, Oui. sous une forme différente. Ce qui nous arrive à nous est vécu parallèlement. La chose est très concomitante. Ça avance de front. Nous, on n'est qu'une partie du front. Ça avance. Les magistrats, c'est pareil. C'est exactement ça. Donc il y a derrière ça, il y a quelque chose de politique. Ah oui. C'est très. Il y a une religion. Oui, il y a une religion derrière, quelque part, dans un certain sens. Donc vous voyez bien les conséquences donc, d'un tel système. Donc, conséquences donc, pour les enseignants, donc on a dit précarisation donc, du métier, des enseignants de statut différents. Quand on est parent d'élèves, on ne sait pas trop quelle formation l'enseignant s'occupe de l'enfant. Justement, les enseignants n'auront plus effectivement de temps parce que se former, évidemment, l'UFM, même à l'UFM avant, vous avez bien vu que la formation c'était peu, mais les enseignants pouvaient toujours se former pendant qu'ils enseignaient, puis il y avait des temps de formation. Donc cela aussi disparaît. Ce qu'on appelle la formation continue. Oui. Et les entreprises ont, à partir d'un certain nombre de salariés, ont l'obligation, je crois que ma mémoire est bonne, mais je sais qu'elle n'est pas toujours bien bonne, je crois de consacrer 1,6% de leur masse salariale brute à la formation continue. L'État, qui impose cette règle aux entreprises, ne la respecte pas pour ce qui concerne la grosse entreprise qu'est l'éducation nationale. Je crois qu'on est à 0,3 ou 0,4%, donc on est très loin donc des 1,6% qui sont la loi. On devrait avoir le courage de poursuivre l'État en justice en disant mais applique la loi. Et ce qui se met en place actuellement, c'est le portfolio de l'enseignant. Oui. C'est-à-dire des listes, mais à en plus finir, de compétences qui sont alignées. Et puis on demande aux collègues de s'auto-évaluer et de définir eux-mêmes, et de s'auto-former, définir eux-mêmes comment ils vont acquérir telle ou telle compétence, etc. Donc il y a déjà des applications numériques qui sont en place. Il faut effectivement rentrer par un code d'accès qui est propre à chaque enseignant. Donc évidemment, pister les gens. Et là, définir quel est le moyen qu'ils vont se donner pour justement acquérir telle compétence. Alors justement, un des points assez florissants par là où on nous encourage à travailler et qui est très bien rémunéré, c'est justement tout ce qui est formation à distance. C'est-à-dire qu'on peut... alors, on va se permettre, on se passera des professeurs, on nous encourage aussi à faire à mettre tous nos cours en ligne. Alors nous sommes un certain nombre à refuser de le faire, même si en fait on est très bien payé. Donc on peut mettre nos cours en ligne, puis nous paye. Puis après il faut qu'on puisse les laisser en ligne quand même un certain temps, mais nous on voit bien le danger. Et qu'une fois que nos cours sont en ligne, ben voilà, on n'a plus besoin de nous. Voilà. C'était une recommandation de l'ERT en 1989 déjà. Vous dites des religions, donc en fait on se confesse et puis ensuite on a une plateforme donc, de notre Père, je vous salue Marie. Voilà. Dans la Marseillaise. La Marseillaise. Ah oui, la Marseillaise aussi. Moi, je voulais préciser par rapport à ce positionnement, parce qu'on a quand même vécu, j'ai suivi les jeunes stagiaires cette année. Oui. Je suis moyennement d'accord avec ce que dit Jean-Paul, parce que sur le principe de se dire ce que je sais faire, ce qui me reste à découvrir, etc., ce principe ne me paraît pas si mauvais. Par contre, ce qui est complètement nul dans ce positionnement, c'est la complexité de l'affaire. C'est une usine à gaz absolument épouvantable. Et quand arrive un jeune essor en début d'année, il voit ce truc-là, ça n'a rien à voir, mais rien, avec les 30 gamins qu'il a en face de lui. Mais rien. Et là, il y a une aberration complète. Nous, on a dû effectivement les accompagner sur le b.a.-ba du métier, tenir une classe, regarder des gamins, préparer, machin. Mais à ce niveau-là, c'est une aberration. Mais je trouve le principe, si tu veux, de se dire voilà ce que je sais faire, voilà ce qu'il me reste à faire, ce principe-là n'est pas mauvais. Non, c'est ce qu'on a fait.